Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, le deuxième épisode de cette saison 2. Et je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque il va être totalement dédié à mon petit voyage en Corée que j'ai fait dernièrement. Déjà je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont suivi dans ce voyage et qui m'ont envoyé des messages. J'ai vraiment été surprise du nombre de messages que j'ai reçus de vous. Comme quoi vous étiez content de suivre ce voyage, comme quoi vous me remerciez également parce que pour certains, vous n'avez pas toujours la possibilité de voyager. Et donc, voilà, moi c'était vraiment l'intention que j'avais posée, vous faire voyager avec moi. J'ai pris très peu de coaching individuel pendant cette période-là parce que j'avais envie aussi de relâcher. C'est assez fou parce que c'était juste derrière ma masterclass et c'était pas... Enfin voilà, je vais être en lancement là tout le mois de juillet, donc c'est pas généralement ce qu'on préconise de partir en vacances juste avant. Et finalement, je me sens tellement mieux et j'ai déjà eu des inscrites là pour le programme de mentoring et pour les cercles, donc vous voyez comme quoi il n'y a pas de règles. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur la partie entrepreneuriat parce que comme je disais au départ, cet épisode va vraiment être dédié à la Corée. Et mon Dieu, je suis excitée de vous faire cet épisode. Vraiment, je suis trop contente parce que j'ai passé un super moment. Et du coup, je sais même pas par quoi commencer. Donc, comme d'habitude, je vais y aller au feeling pour cet épisode. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi la Corée? Pourquoi je suis partie? Déjà, sachez que ça s'est décidé au dernier moment. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, moi, je suis à Bali en ce moment pour les 6 prochains mois. 5 maintenant. Et du coup, je suis arrivée avec un visa à l'arrivée à Bali parce que je pensais faire un visa de digital nomade et je m'y suis pris trop tard, comme d'hab. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et du coup, j'ai dû sortir en fait du pays. Et très souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont soit à Singapour, soit à Kuala Lumpur pour une journée. Et déjà, spoil alert, apparemment, on ne peut plus le faire là depuis dernièrement. Et en plus, honnêtement, ça coûtait 150 € pour faire un aller-retour. J'avais pas l'envie. En plus, j'avais déjà fait Singapour et Kuala Lumpur, donc j'avais pas d'intérêt à y retourner même sur quelques jours. Et je me suis dit, il y avait 2 destinations que j'avais vraiment envie de faire que j'ai pas faites pendant ce voyage, c'était le Japon et la Corée. Et en fait, le Japon, j'ai envie d'y aller avec un budget un peu plus gros, de prendre le temps, de vraiment voyager autour. Et je me suis dit, non, clairement, là, ça va être trop short, je pars pour 5-6 jours, ça vaut pas le coup. Donc, je suis partie sur la Corée et j'ai posé l'intention. Après, je savais que ça allait me coûter cher en termes de logement. Donc, j'ai posé l'intention que si je trouvais un couchsurfer, je partirais en Corée. Et en fait, en 3 jours, j'ai trouvé un host, donc un hôte. Et mon Dieu, qu'il était gentil. Si vous avez suivi les aventures sur Instagram, je l'ai beaucoup partagé. Il était adorable, mais je vais vous en parler un peu plus dans l'épisode. Mais du coup, voilà, donc je suis partie 5 jours, je crois que c'est ça, 5 jours, pour revenir tranquille avec le bon visa. Et donc, comment ça s'est passé? Donc, je vais un peu rentrer dans les détails pour ceux qui veulent partir en Corée. Alors, de l'Indonésie, j'ai pas payé extrêmement cher, les vols internationaux, enfin les vols locaux. Locaux. Oh, j'arrive plus à parler. Moi, je suis un peu fatiguée ce soir, alors je vais essayer de gérer mon podcast quand même. Mais je voulais dire les vols intra-Asie. Du coup, j'ai payé, je crois, 250 € aller-retour mon billet. Alors, par contre, ça m'a coûté de nombreuses escales. Encore une fois, pour ceux qui ont suivi, vous avez vu à quel point j'étais fatiguée et cernée quand même pendant ce voyage. C'est pour ça d'ailleurs que oui, effectivement, j'ai fait 5 jours sur place, mais je crois qu'en tout, avec les escales, j'ai fait 6 ou 7 jours. Voilà, donc j'avais des escales à l'aller à Hanoï et au retour à Ho Chi Minh. Et à l'aller, je devais avoir, je crois, 3 heures d'escale, sauf que mon vol a eu 4 heures de retard, donc je suis restée 7 heures à l'aéroport. J'étais claquée. Et au retour, j'ai fait 7 heures aussi d'escale, donc j'étais aussi claquée. Mais voilà, donc comment ça s'est passé? Du coup, je suis arrivée, donc au début, un petit peu galère. Je crois qu'à la base... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de me remettre en même temps. Je suis arrivée à l'aéroport, j'ai galéré... Ah voilà, c'est ça. J'ai galéré de l'aéroport jusqu'à mon couchsurfing. Parce qu'en fait, il fallait télécharger une application, donc c'était Naver, Naver, et tout était en coréen. Donc au bout d'un moment, j'ai réussi à mettre en anglais, mais j'ai mis du temps avant de réussir à mettre mon application en anglais. Et quand je suis arrivée, au début, je me suis dit, waouh, choc, les gens sont pas hyper aimables, ils ne parlent pas anglais, donc ça, j'étais vraiment surprise parce que Séoul, la Corée, enfin Séoul, quoi, c'est une grande ville, donc je me suis dit, les gens vont parler anglais, et en fait, pas du tout. Donc hyper frustrée, un peu contrariée aussi parce que j'avais quand même 7 heures dans les pattes, donc très fatiguée. Et 7 heures d'escale.
plus les trajets des 2 vols. Donc je crois qu'en tout, je suis arrivée dans mon couchsurfing peut-être 24 heures après avoir quitté l'aéroport de Bali, quoi. Et du coup, ouais, donc j'étais un peu frustrée, un petit peu saoulée. Et au final, j'arrive tant bien que mal aux environs de mon couchsurfing. Et j'ai mis, je crois, 2h30 avant de trouver le bon building, en fait. Parce que l'entrée était à l'intérieur d'un petit magasin, d'une petite supérette improbable. Et toutes les personnes que je demandais aux alentours, que ce soit des personnes dans des magasins ou des personnes que je croisais dans la rue, donc des passants, ils ne parlaient pas anglais. Donc c'était hyper frustrant pour moi, je n'arrivais pas à rejoindre cet appartement, j'ai mis hyper de temps, quoi. Et au final, j'ai réussi. Quand je suis arrivée chez mon hôte, j'étais vraiment surprise parce que il avait vraiment mis... Alors j'ai dormi sur un petit futon et puis à côté du futon, il m'avait vraiment mis shampoing, gel douche, serviette pour les cheveux, serviette pour le corps, serviette pour les pieds. Trop mignon. Au frigo, il avait mis 4 petites bouteilles d'eau. Enfin, vraiment, il avait fait les choses bien. Il avait mis le badge aussi pour que je puisse venir et entrer et sortir comme je voulais à n'importe quelle heure. Sauf qu'à partir de 21h, j'avais besoin de cette carte en fait. Donc, je ne l'ai pas croisé tout de suite. En fait, mon hôte, je l'ai croisé le lendemain. Donc, le soir même, je suis allée à une soirée networking. Donc, sur Couchsurfing, l'avantage, c'est que vous pouvez non seulement trouver des hôtes, donc des personnes qui vous hébergent gratuitement, mais également des personnes qui veulent faire des rencontres. Voilà, donc souvent ce sont des locaux qui ont envie de rencontrer des étrangers pour parler anglais, pour faire découvrir leur pays, leur culture, ou alors c'est beaucoup aussi d'expatriés ou de gens qui sont en voyage, tout comme vous. Et donc du coup, j'ai fait connaissance avec un homme vraiment très gentil qui s'appelait Mine. Et du coup, il m'avait contacté pour me dire, écoute, il y a une soirée networking, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bon, bah allez, carrément, j'ai pas fait beaucoup de networking ces derniers temps, donc de réseautage. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, arrivé là-bas, bon, c'était ok. La vibe était sympa, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une soirée networking, mais plus finalement pour des gens qui bossaient dans cette entreprise. Donc les gens étaient très bien habillés, en robe, en costume. On a vu un mec vraiment en mode presque de mariage, c'était assez bizarre, mais en tenue de mariage, quoi. Mais du coup, je me sentais pas trop à mon aise non plus, j'étais fatiguée, j'étais encore un peu en mode backpack aussi, donc pas forcément le dress code qui allait avec. Et puis surtout, les gens, étant donné que c'était des gens qui bossaient pour la plupart dans la même entreprise, c'était difficile de faire des connexions et de parler. C'était pas comme si c'était un événement vraiment, par exemple, dédié aux digital nomades, où j'aurais pu plus avoir des connexions dans mon secteur d'activité. Mais c'est pas grave, j'ai dansé sur le dance floor, il y avait un DJ et c'était trop drôle, j'avais vraiment l'impression... En fait, pour la petite info, ça fait hyper longtemps que je suis pas sortie danser depuis que je suis en voyage. C'est vrai qu'avec mon copain, quand on a voyagé pendant 7 mois, on n'est pas trop allé en soirée. Donc j'avais vraiment l'impression d'être Tata Janine, là, qui était pas sortie depuis des années et qui était en mode waouh, elle sort en boîte, quoi. C'était trop drôle. Je suis vraiment restée collée au DJ. J'ai dansé, c'était chouette. Puis il y a 2 couchsurfeuses qui nous ont rejoints. Donc il y en avait une qui était du Mexique et une autre qui était de Colombie. Donc 2 latinas, très très sympa. Et du coup, on est tous partis en boîte. Et là, c'est vraiment en Corée. Alors, je me souviens plus la rue. Je sais plus si c'est Hongdae ou je sais plus laquelle. Mais c'est vraiment une rue où vous avez plein de clubs, de bars. Avec vraiment, on se croirait un peu comme en Espagne ou à Malte, quoi. Ces rues où en fait, on vous offre plein de free shots, free drinks. Et voilà, vous rentrez dans les clubs. Et voilà. Et donc, on a testé plusieurs clubs comme ça, des boîtes de nuit, des bars. Et j'ai adoré l'ambiance. Vraiment, c'est... Alors moi, je suis fan de tout ce qui est drama coréen. K-pop, j'écoute pas trop, mais quand j'en entends passer, j'aime bien. Je trouve que c'est hyper, dynamique, je dirais presque jouissif, quoi. Je trouve ça avec un côté un peu enfantin. Je comprends pas leurs paroles, mais je trouve que les Coréens ont un côté très enfant. On voit ça déjà pour celles qui regardent des dramas. Vraiment, j'ai trouvé que les Coréens étaient vraiment comme dans les films, en fait. Très beau. Clairement, les Coréennes aussi, très très bien arrangées, très esthétiques, enfin tout est parfait, on sent qu'ils sont propres, quoi, c'est jusqu'au bout des ongles, mais hommes comme femmes. Je trouve que les hommes en France, désolée s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, mais les hommes peuvent avoir un côté négligé, ça peut presque avoir un côté sexy, quoi, côté bad boy, enfin voilà, un côté un peu sauvage.
Là-bas, il n'y a pas ce côté-là du tout. Les hommes, ils ont une skincare qui est bien plus élaborée que la mienne, clairement, quand j'ai vu les produits de beauté de mon hôte. Et après, je ne suis pas une référence, je tiens à le préciser quand même. Et vraiment, voilà, je faisais attention aux détails. Moi, je suis très observatrice et je voyais qu'ils sont vraiment propres jusqu'au bout des ongles, toujours très bien coiffés, ils sentent bon. Enfin voilà, c'est pas un mythe, quoi. Hein. On sent que le physique est très important pour les Coréens et les Coréennes. Et par contre, c'est vrai que dans les clubs, voilà, je commence déjà à m'égarer un peu, mais dans les clubs, ce que j'ai adoré, c'est leur manière de danser. Tout le monde danse, enfin, c'est vraiment bon enfant. J'ai trouvé ça extrêmement bon enfant, donc j'étais contente. Voilà, après, je suis plus du tout une party girl, donc je l'ai fait une fois, je l'ai pas trop refait après, mais vraiment, ça valait le coup d'aller tester l'expérience. Et puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc là, je suis rentrée à 4h du matin, donc ça faisait, franchement, j'ai fait 5 jours sur place. J'ai dormi, je crois, à peu près 4 heures par nuit pendant les 5 jours. Autant vous dire que sur les 2 vols pour rentrer à Bali au retour, j'ai dormi de l'atterrissage, enfin du décollage à l'atterrissage. Incroyable. Donc j'ai rattrapé mes heures de sommeil comme j'ai pu. Mais du coup, voilà, donc j'ai fait ça, donc je suis rentrée à 4 heures du matin. Petite anecdote, la Corée, donc Séoul, c'est ultra safe. Alors, jusqu'à présent, je crois que l'endroit où je m'étais sentie le plus sécure, c'était Singapour. Mais vraiment, Séoul, c'est incroyable. Déjà, Min, donc du coup, le couchsurfer que j'ai rencontré, a été hyper sympa avec nous. Il s'est assuré que toutes les femmes rentrent safe à leur place, enfin à leur hébergement. Donc les filles sont rentrées en taxi. Moi, bien évidemment, comme je voyage en mode low budget à chaque fois, je suis rentrée en bus parce que c'était le moins cher. Et du coup, il a attendu 35 minutes avec moi à 4h du matin pour que je monte, enfin pour s'assurer que je monte dans le bon bus. Et puis, il m'a demandé de lui envoyer un message dès que j'étais rentrée. Parce que voilà, il voulait vraiment être sûr que je sois rentrée en mode sécure. Mais il m'a bien dit, écoute Marilyn, si c'était pas sécure, vraiment je t'aurais mise dans un taxi. Mais crois-moi, tu vas voir, il peut rien t'arriver. Et c'est vrai, il ne m'est rien arrivé. Alors, réflexe français, je marchais un peu tard dans la nuit, donc je regardais derrière moi, j'avais peur de croiser quelqu'un, une personne un peu agressive ou pire, quoi. Et en fait, il n'y avait rien, il n'y avait personne. J'ai croisé 3 personnes au total sur 10 minutes de marche. Et ces personnes-là, il y avait une femme et 2 hommes. Et c'était juste des personnes qui allaient travailler. Très tôt, mais qui allaient juste travailler. Et c'était fou parce que je regardais, moi j'étais la seule à me retourner comme ça toutes les 2 secondes. Ces personnes-là marchaient et à aucun moment elles ne se sont senties en danger. Donc c'est bien la preuve que chez nous malheureusement on est vraiment en insécurité en tant que femme. Hein. Quand on sort à 4h du matin, voilà. Moi par contre c'est clair que si je suis à Paris ou même à Toulon, je rentre en taxi. Même si ça me coûte 3 fois le prix, peu importe quoi. Je me sentirais pas du tout sécure de rentrer à 4h30 du matin toute seule. Bref, donc du coup, je rentre à ce moment-là, et puis le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Je vais me balader un peu, je vais dans un café trop mignon, je célèbre au passage mes 30 pays visités. J'étais vraiment hyper émue, parce que sachez que moi, je viens d'une famille qui est vraiment dans le manque financier. Hein. Je vais parler de pauvreté, hein, parce que moi, j'ai vu ma mère aller dans les banques alimentaires. Hein. J'en avais honte quand j'étais jeune, maintenant je comprends. Mais voilà, quand je dis que je viens d'un environnement modeste, c'est limite, on frôle quand même la pauvreté, quoi. Et du coup, les voyages, j'ai jamais voyagé avec mes parents. Et c'est quelque chose qui m'a toujours appelée parce que ma mère était une grande voyageuse. Mon père est un pied noir, il est né au Maroc, il a toujours aimé aussi voyager. Il faisait beaucoup l'Espagne, etc. avec ses amis, mais pour l'époque c'était déjà waouh quoi. Mais il adorait ça quoi, barouder. Et donc j'ai grandi avec beaucoup d'histoires de mes parents qui baroudaient, qui voyageaient. Surtout ma maman qui partait, c'était une vraie backpackeuse, hein, donc elle partait avec une copine à elle. Elle était hippie sur les bords et puis voilà, elle avait fait le Mexique, un peu l'Europe, le Canada, enfin voilà, beaucoup de pays. Elle avait fait 1 an aussi dans un squat à Londres. Et du coup, moi, les histoires que ma maman me racontait, c'était pas des histoires des contes Grimm ou de sais-je quel autre conte, de Blanche-Neige ou autre. C'était vraiment des histoires vécues, voilà, de son vécu à elle, où elle partait en voyage. Et je pense que clairement, elle a fait naître une graine en moi qui fait que depuis toujours, j'ai cette folle envie de voyager. Mais évidemment, comme beaucoup, pas de budget. Donc pendant longtemps, ça a été un frein. Mais je voyage depuis finalement mon plus jeune âge. Je voyage depuis que j'ai 15 ans parce que de mes 15 ans à mes 20 ans, j'ai eu la chance à Toulon de rejoindre une association où en fait, en échange de chantier,
on recevait des financements pour partir en voyage avec des animateurs. Et donc grâce à ça, je suis partie au Portugal une première fois, et là on avait rénové, il me semble, une église, une bibliothèque dans une école. Enfin, en plus c'était des projets qui faisaient du sens, donc c'était vraiment génial attends, j'ai des mots qui me viennent en anglais, involve, donc d'impliquer des jeunes défavorisés, hein, parce que pour la plupart on venait de quartiers défavorisés, et c'est pour ça en fait que on recevait des financements pour partir. Et puis dans ces endroits-là on allait dans des musées, on faisait des activités culturelles, donc j'ai trouvé que c'était une association qui était vraiment fantastique, quoi. Et donc je suis partie au Portugal grâce à cette association gratuitement, je suis partie à New York gratuitement une première fois, je suis partie également à Londres, donc c'était génial et ça m'a encore plus donné l'envie du voyage. Et moi je travaille depuis que j'ai 17 ans. Et donc, depuis mes 18-19 ans, à chaque fois, j'économisais 300-400 euros pour voyager, et je partais 4-5 jours en Europe. Alors à l'époque, qu'est-ce que je faisais à l'époque? J'étais quand même dans des hôtels, je crois, hein. Je suis en train de réfléchir, mais des hôtels, on arrivait à trouver des hôtels vraiment pas chers, hein. Je sais même pas comment j'arrivais à me débrouiller finalement. Je suis beaucoup partie en couple, de mes 20 ans à mes 27 ans. Et puis après, à partir de mes 27 ans, là, j'ai commencé à partir toute seule. Et là, j'ai découvert le voyage en backpack. Et depuis, je ne m'en lasse pas. Même si j'ai un chéri, j'adore, je m'autorise à partir 4-5 fois par an toute seule. Et j'adore. Et là, vraiment, je prends soit des couchsurfing. Généralement, j'arrive à trouver des couchsurfing, donc hébergés gratuitement. Soit je pars en auberge de jeunesse quand vraiment je ne trouve pas. Et là, ça reste vraiment accessible en termes de prix. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai célébré mon 30e pays, et vraiment je pensais à ma petite fille intérieure qui a toujours rêvé de voyager, et j'ai vraiment honoré cette part de moi intérieure, parce que c'est vraiment ce à quoi je pense quand je fais les choses. Moi je suis quelqu'un qui aime l'adversité, et j'aime pas avoir les choses facilement. Et à chaque fois, je prends un moment pour vraiment célébrer, pour avoir cette gratitude pour tous ces choix que j'ai fait en conscience, même si ça n'a pas toujours été évident, hein. Je pense que je dédierai vraiment un podcast, un épisode entier sur les points négatifs, même si j'aime pas trop parler de négativité, mais les points qu'on pourrait aborder également en voyage, parce qu'en voyage, tout n'est pas tout beau, tout rose, hein. Évidemment, on partage les bons moments, mais il y a plein d'autres choses, je pense, qui nécessitent d'être dites avant de se lancer dans un voyage en solo, ou de partir comme ça en digital nomade sur plusieurs mois. Donc je vais le noter, je vous dédierai un épisode entier par rapport à ça. Donc ce jour-là, je suis partie au café, j'ai célébré, comme je vous disais, ces 30 pays, et puis je suis rentrée auprès de mon hôte, et là c'était vraiment génial, j'ai découvert une super personne. C'était vraiment important pour moi aussi, c'est ça la richesse du couchsurfing, quand on est hébergé par des locaux. C'est juste incroyable, quoi. On a eu des discussions, on a refait le monde jusqu'au petit matin, tous les soirs, avec des prismes de vue totalement différentes, parce que totalement différentes, deux éducations totalement différentes. Alors c'est un autre qui avait quand même voyagé, il était militaire avant, et en fait il voyage beaucoup, donc il avait fait beaucoup de pays d'Europe finalement, mais quand même l'éducation coréenne, donc beaucoup de bonnes manières, beaucoup de distance, on se serre la main. À la fin, au bout des 5 jours, j'avais juste envie de lui faire un gros hug, un gros câlin, parce que je l'ai adoré, et en fait non, il m'a tendu sa main, et j'ai compris qu'il n'y avait rien de personnel ou de méchant, c'était vraiment une barrière qui était importante pour lui, donc évidemment que j'ai respecté ça. Mais il était vraiment adorable, hyper intéressant, des beaux projets aussi, c'est fou. Il était intéressé en fait pour s'installer en Arabie Saoudite, donc il a carrément une chaîne Instagram où il veut faire le pont, de ce qu'il m'a dit, il veut faire le pont entre l'Arabie Saoudite et la Corée. Il faut savoir que les Coréens sont pas forcément fans des Maghrébins, de l'Arabie, hein, de manière générale, et je pense de pas mal d'autres pays, je trouve qu'ils sont assez finalement conservateurs. Je vois beaucoup de Coréennes avec des Coréens, de Coréens avec des Coréennes. Alors ça commence, hein, les couples mixtes, mais c'est pas encore d'actualité. Pareil au niveau de tout ce qui est communauté LGBT, etc. C'est très mal vu là-bas.
Alors déjà, on voit beaucoup de couples, on voit beaucoup d'amoureux, hommes-femmes, mais on sent que voilà, ce sont des couples, soit pour la plupart qui sont mariés, ou enfin voilà. Donc ça commence quand même à s'ouvrir, hein. J'ai vu quand même des couples assez jeunes, donc je vais pas faire l'amalgame et dire qu'ils étaient tous mariés, mais en tout cas, je lui ai posé la question. Je pense qu'il y a encore des traditions bien ancrées, mais en tout cas, sur tout ce qui est communauté LGBT, voilà, si c'est un Coréen homosexuel ou une Coréenne lesbienne ne va pas pouvoir s'afficher dans les rues à faire des câlins, des bisous à son amoureuse. Ce sera mal vu en fait, hein. D'ailleurs, je reviens sur les couples en Corée. J'ai pas vu de couple s'embrasser. Ah mince, j'ai mon ordinateur qui vient de se verrouiller. Ah, c'est bon, ça enregistre encore. Ouf. Donc je n'ai pas vu de couple coréen s'embrasser, c'était vraiment juste les voir se donner la main, voir des moments de complicité quand même dans des cafés où on voit qu'ils sont très proches, à rigoler ensemble. La langue coréenne est fantastique. Moi j'avais vraiment l'impression d'être plongée dans mes dramas coréens, j'adore. Et effectivement je trouve qu'ils ont ce côté quand même très enfantin et très expressif. Voilà, il faut vraiment regarder les dramas je pense pour voir un peu, ils ont un humour particulier, ils ont vraiment une manière de... Ouais, expressif, voilà, c'est le mot que je trouve. Alors après, pour ceux qui connaissent, hein, vous me direz en commentaire ou en privé si vous avez compris là où je veux en venir. Mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et donc après, voilà, on s'est un peu baladé ensemble. Donc je sais qu'on a fait une journée drone, voilà, où il m'a filmé avec le drone. Faudrait que je vous partage ça sur les réseaux. C'est vrai que je ne l'ai pas encore posté. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est parti se balader dans une galerie où il y avait plein de trucs avec l'intelligence artificielle. Beaucoup de trucs sur les cosmétiques. Donc les cosmétiques coréens, ce n'est pas une légende, hein. Ils sont très 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 en avance sur nous. C'est assez dingue. Ils ont plein de choses pour lutter contre le vieillissement de la peau, pour avoir une peau nette. Les peaux des Coréens et des Coréennes sont vraiment extrêmement nettes et très très blanches, hein. Min, par exemple, la première personne que j'ai rencontrée, il avait 45 ans. Vraiment, il faisait pas du tout 45 ans. Après, lui n'utilisait pas de produits skincare, etc. Donc je pense que déjà il y a des gènes, hein, clairement, mais pour les personnes qui utilisent des skincare, vraiment en termes d'avancées scientifiques, technologiques, c'est assez poussé comparé à ce qu'on peut se trouver en France. Par exemple, il m'a fait tester une crème où il y a des... alors c'est du micro-needling, je ne sais pas si vous voyez, c'est des soins en fait où on va venir avoir plein de petites aiguilles en fait qui vont s'incruster dans les pores de la peau. Donc je ne suis pas esthéticienne, donc je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai peur de dire des conneries. Mais en tout cas, ils ont fait un nouveau système où en fait, il y a des crèmes maintenant qui existent où vous retrouvez ces micro-petites aiguilles qui sont impossibles à voir, donc invisibles à l'œil nu. Et en fait, vous frottez cette crème-là sur votre peau et vous avez toutes les petites aiguilles qui viennent pénétrer votre peau. Et apparemment, c'est assez dingue. Donc moi, j'en ai acheté 3 boîtes. Je vais tester, mais c'est très désagréable comme sensation. Du coup, ça fait comme si ça vous pique en fait. Donc c'est très désagréable en termes de ressenti, mais il paraît que c'est bien. J'ai fait aussi une razzia de masques coréens. J'en ai acheté, franchement, je crois que j'en ai pour 6 mois là. J'ai pris aussi des trucs pour les cernes, pour les dessous de yeux. Enfin voilà, franchement, je me suis fait ce petit plaisir pour avoir ce kiff-là de tester les produits coréens et j'essaye d'instaurer une routine. Après, clairement, je suis pas la meilleure là-dessus et je vais pas du tout me mettre la pression, ça fait pas partie de moi, donc voilà, j'y vais tranquille, essayer de mettre mon masque avant d'aller me coucher, donc on va voir combien de temps je vais tenir, mais je vous ferai mon avis, voilà, de ce que j'en ai pensé sur ces produits-là. Quoi vous dire de plus? Le moment que j'ai préféré en Corée, c'est quand on est allé au karaoké. Pour mon dernier soir, je voulais absolument aller au karaoké. Donc c'est des karaokés individuels en fait, enfin c'est privé. Vous rentrez dans des petites salles, dans des cabines et là vous chantez et c'est trop drôle parce que du coup on entend les gens qui chantent derrière. Mais du coup c'est trop bien parce que moi quand je chante encore en karaoké en France, j'adore ça, mais j'ai tendance à être vraiment timide, d'aller sur scène. Je suis pas bien, je vais avoir la voix qui dérape un peu. Et puis là vraiment je me suis lâchée. Alors ma voix dérapait quand même, hein, je dis pas que je suis une chanteuse de ouf, mais je me suis vraiment amusée quoi. Il y avait pas cette peur du jugement, on s'est éclaté, c'était vraiment un moment ultra complice que j'ai adoré, je pense que c'était mon moment préféré. Et les autres moments que j'ai adoré, évidemment, si vous avez vu mes stories, c'est la nourriture coréenne. Oh mon dieu, c'était trop bon, franchement j'ai trop aimé. Donc j'ai testé le bibimbap qui est une spécialité à base de riz avec des
des espèces d'entrées en fait à côté que vous mélangez. Le kimchi, donc c'est du chou fermenté, pimenté. Je trouve ça super bon, c'est particulier. Après, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui aime, mais j'ai trouvé ça excellent. Après, je suis pas du tout difficile en termes de cuisine, j'adore tout, toutes les saveurs, tout goûter. Enfin voilà, je suis une dingue de cuisine, asiatique surtout, donc c'était parfait pour moi. J'ai testé aussi le barbecue coréen et c'était excellent. Vraiment, c'était incroyable. La viande était vraiment de bonne qualité. Faut savoir qu'en général, les plats coréens, vous pouvez trouver des choses entre, je dirais 4 et 10 euros. Et là, c'était 20 euros par personne parce que justement, c'était vraiment du bœuf de qualité. Alors, je sais plus, ça a un nom, hein, mais c'était excellent. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre ? On est allé aussi dans un espèce de buffet où là, c'était aussi hyper cool. Il y avait que des locaux. Moi, j'ai adoré. Pas cher du tout. C'est mon hôte en plus qui m'a invité. Il m'a quand même invité 2 fois au resto. J'étais vraiment gênée. Je me suis dit, mais waouh, quoi. Déjà, il m'héberge gratuitement, mais en plus, il m'invite au resto. Donc, évidemment, je l'ai invité à d'autres trucs en échange parce que pour moi, c'est quand même la moindre des choses. Donner, recevoir. Et du coup, on s'est fait un espèce de buffet. Et en fait, voilà, faut se lever, c'est à volonté. On a 2 heures pour manger. Et en fait, on a une table avec un trou où il y a quelque chose qui chauffe. Il y a des charbons. Enfin, là, c'était. Pour le barbecue, c'était des charbons. Et là, c'était une plaque de mémoire. Et c'était excellent. Il y avait un petit endroit où on pouvait composer nos sauces. Bon, par contre, le seul problème, c'est que comme ça parle pas du tout anglais, il n'y a rien qui est écrit en anglais. Donc, je suis vraiment allée au feeling, quoi. Après, j'adore le piment, donc c'était souvent des sauces pimentées, mais ouais, si vous n'êtes pas habitué au piment, faites attention quand même parce que la nourriture coréenne est assez épicée. Après, il y a vraiment moyen de demander à ce que ce soit pas épicé. Généralement, ils mettent des choses sur le côté et tout. Il suffit de demander et je pense que vous pourrez trouver. Voilà, quoi vous dire de plus sur la cuisine ? Je crois que j'ai fait le tour. Il me semble. J'ai goûté aussi des espèces de sushis. Je crois que ça s'appelait des kimbap, si je me souviens bien. C'était excellent aussi. Voilà. Et puis un autre moment que j'ai adoré, c'est quand j'ai visité le palais. Alors c'est Byung quelque chose ou Gyeong quelque chose, j'ai plus le nom. Je l'ai mis de toute façon sur Instagram. Et là c'est génial parce qu'en fait vous avez 4 heures pour visiter le palais. Et aux alentours il y a aussi un village ancien qui est magnifique avec vraiment les maisons coréennes, avec les toits triangulaires là. C'est enfin pas triangulaire mais avec les rebords, enfin bon, je vous voyez pas à la caméra, mais je suis en train de faire les signes, donc ça va être trop compliqué à expliquer sur le podcast en audio, mais je pense que vous voyez de quoi je parle, les toits asiatiques, quoi, coréens. Et en fait, vous avez la possibilité de louer une robe traditionnelle et vous composez votre robe traditionnelle. Donc vous prenez une jupe, il vous donne un cerceau là qu'on met pour faire du volume et un haut, donc un haut, je sais plus comment on appelle ça, un cache-cœur, voilà, un cache-cœur. Donc vous choisissez les couleurs. Moi j'ai pris le bas violet, le haut rose, et vous pouvez même prendre le petit sac à main assorti, c'est trop mignon. Vous avez aussi un choix de coiffure, donc entre 2 coiffures. Alors vous avez certains endroits où vous allez payer un peu plus cher, où ça va être plus élaboré, vous pouvez avoir le make-up, le photographe, etc. Moi j'ai pris le truc le moins cher, je pense, l'un des trucs le moins cher, donc j'avais le choix entre 2 coiffures et ça m'allait très bien. J'étais très satisfaite de ma coiffure. Pas de maquillage, mais j'en avais pas besoin. La robe et donc tout ça c'était 16 euros, donc j'ai trouvé ça vraiment ok. Et quand vous prenez la robe traditionnelle, du coup vous avez accès au palais gratuitement. Et donc quand vous arrivez au palais, il y a des gardes, un peu la garde royale, un peu comme on pourrait avoir à Londres, voilà, avec les mecs là qui doivent rester sérieux, avec une tenue particulière, qui font une marche. Voilà, et puis après vous avez 3 heures pour visiter, il y a des beaux jardins, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de femmes, d'hommes du coup qui prennent les tenues traditionnelles, c'est vraiment beau à voir, le palais est vraiment magnifique, enfin j'ai adoré aussi cette escapade. Puis après j'ai fait l'erreur par contre d'aller au village sans ma tenue, je ne savais pas qu'on pouvait garder la tenue pour aller au village, je savais pas que j'étais si près que ça, c'était à 20 minutes. Donc bon tant pis, j'ai rendu mon joli costume et je suis allée au village après. Et voilà, mais c'était un chouette moment. Vraiment, j'ai adoré la Corée. Alors la Corée, je dis beaucoup la Corée, mais je vais dire Séoul, parce que c'est pas la Corée entière. Mais j'ai adoré Séoul. Alors après, c'est très urbain, hein. Quand je suis sortie de Bali, ça m'a fait un petit peu un choc quand même, parce que du coup, beaucoup de bâtiments, beaucoup de lumière, hein. Ça fait très Times Square, hein, sur New York, beaucoup de bâtiments illuminés. Et vraiment, ce qui m'a surprise, c'est que c'est une ville qui ne dort jamais. Toute la semaine, vous avez des restaurants, des clubs, des bars ouverts 24 heures sur 24, des karaokés tout le temps. Il y a vraiment de quoi faire en fait, hein. J'ai pas fait suffisamment de café, ça c'est le seul truc. Alors je vais pas dire que je regrette parce que je sais que j'y retournerai, mais je m'étais dit que j'aimerais bien faire un peu plus de café, voire même des bars à chat, ce genre de choses. Je crois qu'il y a des concepts comme ça, j'ai pas fait.
J'ai pas fait tous les parcs non plus, mais bon voilà, après en 5 jours j'avais pas le temps de tout faire et puis surtout je voulais voyager slow, je voulais pas faire... Vous savez, avant j'avais l'habitude de voyager beaucoup en me faisant tout un planning, c'était vraiment au millimètre près et puis voilà, sur une journée entière je savais ce que j'allais faire. Là j'ai eu quand même des moments hors du temps avec mon hôte où on se couchait super tard, donc voilà, je sortais aux alentours de 11 h, donc la matinée par moment était un petit peu grillée, mais voilà, je suis hyper contente de mon voyage, de comment ça s'est passé, c'était juste merveilleux. Et je me sentais hyper bien toute seule aussi finalement, et puis dans une autre énergie, parce qu'à Bali c'est différent. Ici je suis quand même là pour le travail, donc, et puis j'ai pas beaucoup exploré finalement. Parce qu'au bout de, ben, j'ai la retraite qui va bientôt arriver là, hein, oh là là, ça arrive vite, hein, dans moins de un mois et demi à peu près, dans moins de 2 mois. Ah, j'ai trop hâte. Mes DS, si vous passez par là, sachez que j'ai hâte de vous rencontrer en vrai et de vous serrer dans mes bras. Trop hâte. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Donc, à Ubud, en fait, je leur ai mis beaucoup d'activités. Il y a mon chéri qui vient aussi, là, dans 3 semaines. On se retrouve après 2 mois, je suis trop contente. Et donc, du coup, on va pas mal faire les alentours. On a des amis aussi qui viennent de France, donc on va avoir des activités de prévues. Donc, je me suis dit, là, je voyage un peu en mode slow à Bali. J'ai pas envie de faire les visites 3-4 fois d'affilée. Et donc, à Séoul, j'étais plus dans cette énergie quand même de me balader, d'aller regarder, de regarder quand même un petit peu sur internet ce qui se faisait, même si j'ai pas fait toutes les activités. Donc c'est vraiment chouette. J'ai vraiment voyagé à tout petit budget. En tout dernier, je me suis octroyé une session shopping. J'ai pris pour 80 € de shopping. C'est incroyable tout ce que j'ai pris. J'ai pris des trucs de sport, des cosmétiques, des masques en veux-tu en voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je sais même plus. Mais je sais que j'avais fait une story pareille où il y avait tout. Clairement, je pense que tout ce que j'ai pris en France, ça m'aurait coûté à peu près 350 €. Donc je suis allée à Daiso. C'est l'équivalent du Primark. C'est sur 12 étages. C'est impressionnant. J'ai pris des trucs pour les cheveux, des petits nœuds et tout. Alors après, je sais pas la qualité, ce que ça dit, hein. Mais j'ai pris plein d'articles qui me coûtaient entre 50 centimes et 3 € le maximum, quoi. Donc forcément, à Daiso, j'en ai eu pour 40 € pour je ne sais combien d'articles. Et puis après, je suis allée à Oliver Young, voilà, ça c'est, ou Olive Young, c'est le magasin où on peut trouver plein de produits d'esthétique, plein de bonnes marques. Donc là, c'est un peu plus cher. Et je crois que j'en ai eu aussi pour 40 € pour 3 produits, quoi. Donc voilà. Mais bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour en tout cas pour ce podcast. Encore une fois, merci hein, pour toutes celles qui m'ont encouragée, celles et ceux. Et je pense que je vais le faire plus souvent. Et d'ailleurs, j'ai quand même fait 7 mois de voyage et je me rends compte que je vous ai pas partagé tout ça. C'est dingue, hein, j'avais une croyance, j'avais peur de vous saouler en fait, pour être totalement transparente. J'avais vraiment peur de vous saouler, de vous faire trop de stories. Du coup, j'avais tenté de refaire un Instagram perso sous le nom Maïli en vadrouille, qui était à la base mon nom Instagram quand j'ai un petit peu... j'ai pas explosé, j'ai pas 100 000 abonnés non plus, mais je veux dire qu'à la base, avant de faire mon compte pro, j'avais déjà 4 500 abonnés qui venaient justement de cette page Maïli en vadrouille que j'avais faite pendant mon premier voyage en Asie et où je partageais beaucoup, je faisais beaucoup de stories en face caméra. Et en fait, je me suis heurtée plus d'une fois à beaucoup de personnes de mon entourage proche qui se sont désabonnées ou des personnes que je rencontrais en fait en voyage, en Guadeloupe et tout ça. J'ai énormément de personnes qui se sont désabonnées et je pense que ça m'a fait beaucoup souffrir. Après, voilà, je respecte hein, que les gens se désabonnent, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, ça a fait naître en moi la croyance que je pouvais saouler les gens. Et donc, je voulais pas sur ce compte professionnel dédié aux Perséphone, dédié aux femmes qui cheminent avec moi. Je voulais pas partager mes voyages et du coup le fait que j'ai reçu tous ces messages, bah, ça m'a fait trop plaisir en fait, parce qu'aujourd'hui s'il y a bien quelque chose que je dis dans le milieu entrepreneurial aux personnes que j'accompagne sur leur business, c'est qu'aujourd'hui pour moi je ne fais pas de séparation, j'ai pas envie de faire de séparation entre mon entreprise et moi, parce que les valeurs que j'inculque dedans sont les mêmes, parce que la personne que je suis finalement en tant que mentor et en tant que femme sont les mêmes. Voilà, je sais que je suis quelqu'un de très authentique, de très nature peinture quoi, comme on aime me dire. Je suis quelqu'un de très vulnérable, je fais pas semblant, je suis hyper engagée dans ce que je fais et c'est vraiment ma personnalité aussi en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que sœur, tout ce que vous voulez. Et du coup aujourd'hui c'est vrai que j'ai plus envie de faire de dissociation entre les deux et pour moi les messages que vous m'avez envoyés ça a été un nouveau souffle, mais vraiment hein, ça a été une libération de me dire ah mais en fait je peux. Et puis au final, s'il y a des personnes que je saoule, ben, elles sont pas obligées de regarder les stories et puis elles peuvent même se désabonner, c'est ok en fait. Hein. On n'est pas liés à vie, hein. C'est ok et j'ai pas à le prendre mal en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis hyper contente, il y a d'autres voyages à venir.
D'ailleurs, je vous dévoile que j'ai la prochaine destination pour la prochaine retraite que j'organise. Ce sera en Égypte au mois de novembre. Je reviendrai avec les dates. Ce sera une retraite mixte cette fois, ouverte aux hommes. Je suis trop contente d'ouvrir cet événement aux hommes parce qu'il y a énormément d'hommes qui sont aussi dans leur masculin sacré ou dans leur envie de cheminer, d'apprendre à se connaître, de mieux comprendre leurs émotions, de mieux comprendre leurs injonctions de la société et comment en sortir de de ces injonctions-là. Et du coup, je me fais vraiment une joie de pouvoir accueillir des hommes dans mes espaces. Voilà, donc je pense vraiment avoir fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à commenter sur le podcast, m'envoyer un message privé si cet épisode vous plaît, ça fait toujours plaisir et puis c'est toujours cool d'échanger aussi de vive voix. Pour l'instant, j'ai une communauté qui me permet encore, j'ai pas encore une fois 100 000 abonnés, donc j'ai vraiment cette chance et je l'honore de pouvoir échanger avec vous en vive voix, en message privé, en DM. Et vraiment, j'adore ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si un jour vous voulez visiter Séoul, n'hésitez pas pareil à me demander et je vous donnerai avec grand plaisir mon itinéraire. Je vous transmettrai également les coordonnées de mon hôte si vous avez envie de faire du couchsurfing parce que vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà. Et puis, je vous souhaite vraiment de voyager et si vous avez peur ou si vous écoutez cet épisode avec vraiment cette envie de voyager mais il y a plein de blocages, pareil, parlons-en, je vous assure, c'est une expérience qui est tellement gratifiante, il y a tellement de choses, je pense que je vais vous faire un réel sur toutes les choses, au moins 10 choses que le voyage m'a appris, le voyage en solo aussi, mais le voyage tout court parce que c'est vraiment des expériences du cœur quoi, qui me font grandir et qui me font apprendre sur plein de niveaux différents à chaque fois. Donc j'en suis émerveillée, j'en repars grandie à chaque fois. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais m'empresser de poster là tout de suite cet épisode et vous faire une infolettre, une newsletter tout de suite pour que vous ayez accès à l'épisode. Et je le mettrai également en story sur Insta bien évidemment. Et en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir ici, mais très prochainement parce que j'adore vous parler et j'adore ce format où il n'y a plus d'intro, plus d'outro, plus de musique. Voilà, on y va à la cool. Et voilà. Donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.